Au cours du 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine tenu le week-end dernier, de multiples réformes ont été adoptées. Parmi celles-ci, un fonds destiné à promouvoir la paix et la sécurité sur le continent africain. Validé par les dirigeants des États membres, ce fonds reposera sur 3 principales articulations. L'une portera sur les efforts de médiation et la diplomatie préventive. L'autre, sur les capacités institutionnelles et l'autre encore, sur les opérations de soutien à la paix. D'après l'Union africaine, ce fonds pour la paix en Afrique comprend un conseil d'administration de 5 membres et un directeur. Le dit fonds débutera ses actions avec une somme égale à 100 millions de dollars américains. Une somme collectée par 42 États membres de l'organisation. Quant aux autres, le président Paul Kagame les invite à respecter leurs quotas. Créé en 1993, ce fonds permettrait à l'Union africaine de financer rapidement ses initiatives en faveur de la paix sur le continent. Ceci sans pour autant solliciter l'aide des pays donateurs. L'heure est au second tour de l'élection présidentielle tenue le 7 novembre dernier à Madagascar. Au rang des protagonistes, 2 ex-présidents de la Grande Île, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, qui, 10 ans après leur duel hors des urnes, vont devoir s'affronter au second tour de l'élection présidentielle prévue le 19 décembre prochain, car aucun des 2 candidats n'a pu obtenir les 50% des voix nécessaires pour l'emporter immédiatement. M. Rajoelina, en tête des suffrages, comptabilise 39,19% contre 35,29% pour Marc Ravalomanana, qui en 2001 avait proclamé sa victoire dès le premier tour au scrutin, provoquant ainsi une crise de 7 mois qui s'était soldée par la mort d'une centaine de personnes. Chose qui ne l'a pas empêché de prendre le pouvoir sans que soit organisé le second tour. Un règne repris alors par Andry Rajoelina en 2009 qui a bénéficié de la confiance de l'armée qui avait alors contraint M. Ravalomanana à la démission. Des faits qui démontrent à suffisance que les 2 hommes ne sont pas à leur premier affront présidentiel, car en 2013, ils ont tous 2 été interdits de participer au scrutin présidentiel remporté par le candidat déchu Heri Rajaonarimampianina, président sortant. Tout porte donc à croire que les principaux acteurs du second tour vont devoir régler leurs comptes cette année, mais dans les urnes, où le taux justement de participation s'est établi au premier tour à 54,3% selon la commission électorale indépendante. Ensemble, bâtissons. Ensemble, bâtissons. Le Cameroun, d'abord. Le parti Esprit d'Avril 1948 a donné un point de presse ce dimanche dans les locaux de son président Sia Douala, moment au cours duquel le parti a présenté à la presse nationale et même internationale son plan d'action en vue des échéances électorales à venir au Cameroun. Après son refus de participer à la présidentielle du 7 octobre dernier, le parti Esprit d'Avril 1948 se met désormais en ordre de bataille en vue de préparer les municipales et législatives à venir, au mieux la présidentielle de 2025. Moment pour son leader, le podol Jean-Marc Ngos, de rétablir la vérité sur les éléments justificatifs du 3e régime à venir, tel qu'annoncé par les pères fondateurs Oumniobé. Donc chacun sait comment on décrit le 3e président camerounais, c'est pour ça que vous êtes là, pour voir les éléments qui accompagnent le 3e président, et voir si je suis le porteur de la vision ou pas. Comme des pièces de puzzle, la prophétie commence peu à peu à prendre corps, ce d'autant plus que le parti politique a eu des coalitions de poids, avec des formations sœurs au rang desquelles l'UPC dirigé par Mme Abiba Issa, l'FPD, le parti politique ayant investi le candidat Kérémouna lors de la récente présidentielle au Cameroun, les leaders de la société civile et bien d'autres. C'est le président qui a investi le parti qui accompagne le candidat à Kérémouna à la dernière élection présidentielle. Est-ce qu'on peut encore applaudir, s'il vous plaît? Donc, c'est un homme très dynamique. Et je suis ravi qu'il décide de rejoindre le navire du 3e régime. Je vous ai dit que nous faisons partie d'une plateforme des leaders des partis politiques pour réfléchir ensemble pour les échéances à venir. Je vous ai dit tantôt que je suis la présidente de l'UPC, Darman est le président de FPD et il y a d'autres présidents des partis. Nous avons créé une plateforme qu'on appelle G8. Et cette G8, nous voulons fusionner nos G18. Nous voulons fusionner nos idées, nos stratégies ensemble pour pouvoir réussir aux élections législatives et municipales prochaines.
Tranquillement mais sûrement, le parti d'Esprit d'Avril 1948 ne cesse de faire gonfler ses rangs avec des arrivées massives des militants issus des formations politiques d'en face, car dit-on ici, 2025, c'est demain. Respecter l'ordre constitutionnel au Gabon en l'absence du président Ali Bongo Ondimba, telle est la quintessence d'un communiqué signé par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui a également annoncé une mission d'information à Libreville dans les prochains jours. Des mesures prises par l'Union africaine pour taire la modification d'un article de la Constitution gabonaise qui a pour objectif de pallier l'absence du chef de l'État, alors hospitalisé depuis le 24 octobre dernier à Riyad, en Arabie Saoudite. Une mise au point de l'Union africaine qui réaffirme son indéfectible attachement au strict respect de l'ordre constitutionnel. Car, à en croire la société civile, via son porte-parole, il y a la constatation de la vacance de pouvoir, ensuite le retrait, puis l'annulation de l'alinéa ajouté à l'article 13 de la Constitution qui autorise la Cour constitutionnelle à déléguer les pouvoirs du chef de l'État, soit au vice-président de la République, soit au Premier ministre. Pour la société civile donc, la présidente de la Cour constitutionnelle doit démissionner parce qu'elle bafoue allègrement la Constitution qui prévoit d'ailleurs l'incapacité ou la vacance du pouvoir, ce qui signifie que toute dérive par rapport à l'application de cette prérogative serait considérée comme une violation de la loi fondamentale, chose que ne préconise guère l'Union africaine qui ne souhaite que la bonne gestion du pays. Lancé il y a 3 jours, les travaux du premier forum météorologique de la CEIAC se sont achevés ce 16 novembre à Libreville. Le ministre des Transports qui présidait la cérémonie a souligné l'importance de ce forum ainsi que les nouvelles orientations à suivre pour mieux gérer les services météorologiques. Nous arrivons au terme des travaux du premier forum hydrométéorologique de l'Afrique centrale, lequel a principalement porté sur l'élaboration de la feuille de route pour la réduction des risques de catastrophes liées aux phénomènes météorologiques dans les pays membres de la CEIAC. En effet, plus de 150 experts de la sous-région spécialisés en hydrométéorologie ont participé activement aux travaux pendant ces 3 jours. Les conclusions pertinentes de ce premier forum doivent être examinées et adoptées par la conférence des ministres de la CEIAC en charge de la météorologie. Je souhaite à tous et à chacun un bon retour dans vos pays respectifs et déclare clos le premier forum hydrométéorologique de l'Afrique centrale. Madame Foula Marie-Chantal, secrétaire générale adjointe de la CEIAC, a salué et apprécié l'implication des acteurs majeurs dans ce forum, tout en souhaitant qu'un partenariat plus fiable soit établi avec les investisseurs. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter et remercier tous les participants à ce forum, au premier rang desquels les présentateurs, les leaders et les modérateurs des sessions qui ont animé les discussions et créé un climat favorable au débat. Les échanges sur les bonnes pratiques des services hydrométéorologiques en appui à l'agriculture, à la foresterie et à la gestion des ressources naturelles, à la gestion efficace des ressources en eau, à la navigation, à l'hydroélectricité, la connaissance des initiatives régionales de renforcement des capacités. C'est grâce à eux que la CEIAC, ses États membres et ses partenaires disposent désormais d'une feuille de route devant orienter leurs actions pour la modernisation des services hydrométéorologiques. En somme, durant 3 jours, les participants auront posé les jalons d'un avenir meilleur pour une gestion de la météorologie. Dans le cadre des activités de promotion de l'esprit d'entreprise, des élèves de 2 établissements d'enseignement secondaire ont effectué ce 16 novembre à Libreville une visite d'entreprise au niveau des 2 principaux incubateurs de Libreville et au sein de l'Agence nationale de promotion des investissements du Gabon. Il a été question pour ces apprenants d'y acquérir des connaissances dans l'espoir de devenir les leaders de demain.
Le représentant de l'ANPI ainsi que ceux des incubateurs ont donné les raisons de leur présence à cette rencontre, tout en indiquant l'objectif visé. Cette journée aujourd'hui, c'est marquée par la visite donc, au sein des différents incubateurs présents à Libreville, mais également au sein de l'Agence nationale de promotion des investissements, donc, qui a permis de détailler succinctement l'ensemble des activités que nous menons auprès de ces différents jeunes et futurs entrepreneurs. Vous savez, il y a un principe important, les gens font ce qu'ils voient. Donc on se dit que lorsque on peut faire vivre l'expérience à des jeunes de ce qui se passe réellement dans un incubateur, on peut susciter des vocations, donner envie de vouloir faire quelque chose. Les responsables des deux établissements scolaires qui ont pris part à la visite, à savoir le lycée Michel Montaigne et le lycée Georges Mabignat, ont tenu à exprimer leur motif de satisfaction, tout en espérant susciter des vocations en ces jeunes pleins d'ambition. Nous sommes entièrement satisfaits de la visite, depuis les incubateurs jusqu'à l'agrément. On nous a présenté les étapes et nous sommes franchement satisfaits. L'ANPI vient compléter en fait le travail des incubateurs sur le plan administratif, tout simplement. Et ça a été une matinée très enrichissante pour nos élèves. Les élèves visiteurs à qui a été destinée cette journée formative n'ont pas manqué d'exprimer le sentiment d'espoir qui les anime et qui fait d'eux désormais des potentiels chefs d'entreprise. Pour les jeunes entrepreneurs, nous pouvons investir. Nous pouvons investir au Gabon et les incubateurs vont nous aider dans des processus tout différents. Que ce soit une idée que l'on a, on pourra la concrétiser. Je retiens de cette visite que l'incubateur, c'est d'abord un élément essentiel lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous voulons ouvrir une entreprise, mais nous ne pouvons pas. Nous fixons notre regard auprès d'un incubateur qui va certainement nous donner des éléments qui peuvent nous permettre de rendre concret. Au finish, plus qu'une journée de simple visite, le séjour de ces apprenants au sein de ces structures sonne comme un instigateur, ou mieux, une source d'inspiration pour la jeunesse gabonaise en général, car l'économie du pays en a besoin. C'est à bord d'un avion affrété par la Cour pénale internationale que l'ancien leader anti-Balaka Alfred Yekatom Rombo a quitté Bangui le 17 novembre 2018. Ce dernier avait été arrêté le 29 octobre dernier pour avoir tiré 2 coups de feu en l'air et avoir menacé un autre député dans l'hémicycle, manifestant ainsi son mécontentement suite à la destitution d'Abdoukarim Mekassoua, remplacé par Laurent Gbagbo à la tête de l'Assemblée nationale centrafricaine. Soumis aux sanctions onusiennes depuis 2015, Alfred Yekatom est accusé d'être responsable directement ou indirectement d'assassinat de civils, de viols et de rackets, avec la faction anti-Balaka du Sud, qu'il dirigeait au plus fort de la crise, portant ainsi atteinte à la paix, la stabilité, à la sécurité de son pays. Et selon le mandat d'Interpol émis contre lui en 2015, de pareils actes menacent ou entravent des accords transitoires, le processus vers des élections libres, ce qui alimente la violence en République centrafricaine. Communément appelé Rambo, le député de 42 ans contrôlait des miliciens présents dans les villes de Bimbo, de Sekia, de Pissa et de Mbakaï, et aussi au PK9 de Bangui, percevant ainsi des taxes non autorisées. Monsieur Yekatom va grossir les bras des personnalités africaines à la haie, certaines arrêtées avec raison, mais d'autres pour des visées politiques et impérialistes. 1,3 million de dollars, c'est le montant de l'appui apporté par les États-Unis au Tchad pour l'aider dans sa lutte contre le terrorisme. Composé de bateaux, de fourgons et de pièces de rechange pouvant couvrir 2 années d'utilisation, ce geste manifeste la reconnaissance des États-Unis pour la lutte que le Tchad mène contre les groupes djihadistes. C'est du moins ce que fait savoir Richard Bell, chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis à N'Djamena. Pour le chef d'état-major des forces armées tchadiennes Guinamba et Michel Bardet, cet acte est un gage de confiance marquant ainsi la volonté du pays de Donald Trump à aider les pays engagés dans la lutte contre le terrorisme. Cet appui fait suite à l'amélioration des relations entre les deux pays, car en avril dernier, l'administration américaine avait retiré le Tchad de sa liste noire. Outre ce don, les États-Unis accompagnent aussi le pays du président Idriss Déby Itno dans les formations militaires d'opérations tactiques, de communication
et d'entretien du matériel. Au vu de ces éléments, la coopération entre le Tchad et les États-Unis semble avoir retrouvé une nouvelle dynamique, car déjà en mai dernier, le pays avait reçu un don de 43 millions de dollars comprenant 2 avions Cessna 201 pour des missions de renseignement. Du 15 au 17 novembre, Tunis a servi de cadre pour accueillir les toutes premières assises internationales du journalisme. Comptant environ 600 journalistes issus de 30 pays, ces premières rencontres se sont articulées autour du thème à savoir « Un journalisme utile aux citoyens ». Le but de ces premières assises était de mener des réflexions aux différentes perspectives de ce métier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du continent africain. À en croire le directeur régional Afrique du Nord de Reporters sans frontières, Chouaib Hayati, la Tunisie a été choisie comme pays hôte de cette première édition à cause de ses acquis dans le domaine de la liberté d'expression. Par ailleurs, selon l'initiateur de ces assises, Jérôme Bouvier, la rencontre est ouverte à tous les professionnels du journalisme. Ceci afin de s'exprimer sur des questions qui s'intéressent à leur métier, à l'instar de la liberté de la presse et la relation entre les médias et le public. Rappelons que l'organisation de cette plateforme d'échange sur la situation professionnelle des journalistes a reçu la participation de plusieurs structures telles que Reporters sans frontières, l'UNESCO, l'Agence française de développement média, l'Union internationale de la presse francophone et l'association Journalisme et citoyenneté, pour ne citer que celle-là.